Il y en a 27 qui existent, donc on a essayé je les ai pratiquement tous lus, ces 27 plans d'émergence. Et nous avons approfondi notre analyse en prenant un échantillon de 13. 13 sur 27, c'est assez représentatif. Mais cette étude confirme qu'il y a une marche vers l'émergence qui s'est faite. Naturellement, ce n'est pas encore solide parce que pour un tiers, la croissance économique de l'Afrique était tirée par les prix des matières premières. On a vu qu'avec la chute de ces prix, les contre-chocs ont été terribles. Donc c'est quelque chose, il faut faire extrêmement attention là-dessus. Mais il y a une marche vers l'émergence. Cette marche, comme on a dit tout à l'heure, il faut l'amplifier. Il faut l'amplifier en assurant que les financements de l'émergence même sont des financements sui generis, des financements qui viennent de l'intérieur. Et là, on a deux limites. La première limite, c'est les transferts illicites des capitaux. L'étude de Thabo Mbeki a montré que 60 milliards de dollars de nos capitaux fuient chaque année du continent. 60 milliards de dollars, c'est quand même 3 à 4% du PIB, c'est énorme. L'autre limite, c'est notre espace fiscal. Et on disait tout à l'heure que la pression fiscale, les recettes fiscales sur le PIB en Afrique est à moins de 18%. Et la CNUSED a montré que si on n'atteint pas un seuil minimal de 24%, il est très difficile de financer le développement. Songez que les pays asiatiques sont au-delà de 30% et les pays de l'OCDE au-delà de 40%. Donc on est encore très loin du compte. Donc la solution pour la soutenabilité de nos finances, c'est d'augmenter notre espace fiscal et de limiter les transferts illicites de capitaux. La gouvernance est très importante. Je ne dirais pas la gouvernance des pouvoirs publics, mais la gouvernance en général. La gouvernance sur le plan économique, et là on a fait énormément de bonnes choses dans le continent. En fait, l'un des grands succès, un tiers en fait, de la croissance économique est dû à la bonne gouvernance économique que nous avons mise en place. Songez que dans les années 90, ce qu'on appelait les 2 décennies de développement perdu, l'équilibre, le cadre macroéconomique était au rouge. Aujourd'hui, pratiquement dans tous les pays, c'est au vert. On contrôle l'inflation, le déficit budgétaire est mieux contrôlé, les comptes courants sont bien contrôlés. Donc on est très bien. La gouvernance économique se porte très bien. La gouvernance politique s'est beaucoup améliorée et dans beaucoup de nos pays, maintenant, il y a des élections, il y a des alternances démocratiques, l'espace politique est encore là. Insuffisant, mais c'est encore là. Je reviendrai là-dessus. La gouvernance sociale n'est pas encore là. L'action citoyenne, le contrôle citoyen, l'implication du citoyen dans ce processus d'émergence. Beaucoup de ces plans d'émergence sont des plans conçus par les gouvernements. Or, un plan d'émergence doit être une expression du contrat social et du pacte social. Parce que c'est des plans de long terme. Il ne faut pas que ça suive des cycles électoraux. Il ne faut pas qu'un nouveau gouvernement, quand il vient, change. Sinon, la trajectoire est complètement perturbée. C'est pourquoi, dans ces plans, il faut non seulement, c'est pourquoi j'ai dit, je reviendrai sur la question politique, non seulement il faut inclure le citoyen, la société, mais il faut aussi inclure les partis politiques. Parce que demain, les partis d'opposition viendront certainement au pouvoir. Donc vous ne voulez pas qu'ils défaient ce qu'on a fait. Et donc leur inclusion dans le processus d'émergence, de conception et de mise en œuvre de l'émergence, à mon avis, c'est extrêmement important. On a eu l'exemple de quelques pays comme le Sénégal par exemple et le président Macky Sall l'a dit ce matin, ce n'est pas facile. Il faut les intensifier, la question foncière, la question du crédit, la question de passation des marchés parce que chez nous c'est opaque et c'est très lent. On a pris l'exemple du PUDC, le plan d'urgence de développement communautaire que nous faisons au Sénégal. Enfin, le gouvernement du Sénégal a confié au PNUD. C'est justement pour mettre en place des processus d'accélération des passations de marché en respectant religieusement les questions de transparence et d'intégrité. C'est extrêmement important d'allier rapidité, intégrité et transparence. Donc ce sont ces genres de réformes qu'il faut faire, qui ne sont pas des réformes aisées. On ne fait pas des omelettes sans casser les œufs, mais on est obligé de passer par là. Alors, le capital humain, c'est un peu notre tendon d'Achille. Il faut continuer à investir là-dessus, surtout au niveau des jeunes. Songez qu'aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait,
en moyenne, 33 000 à 35 000 jeunes frappent au marché du travail. Et près de 60% de ces jeunes n'auront pas d'emploi. Et moi, je dis que c'est alimenter l'inacceptable armée du chômage. Et comme le représentant de l'Algérie l'a dit ce matin, non seulement c'est une mauvaise politique économique de le faire, c'est des questions sécuritaires. Et tant qu'on n'investit pas dans notre jeunesse, non seulement on hypothèque notre futur, mais on hypothèque notre présent. Nos jeunes qui sont absorbés par les Boko Haram, les Al-Shabaab, ce qu'on voit dans le nord du Mali, tout cela, c'est parce qu'on a exclu les jeunes dans le processus de développement. Tant qu'on ne leur donne pas cette opportunité, tant qu'on ne leur donne pas une bonne éducation, tant qu'on n'investit pas dans leur santé, donc tant qu'on n'investit pas dans le capital humain, surtout la jeunesse et la femme, on aura des problèmes. S'agissant de la femme, le dernier rapport régional du PNUD sur le développement humain a montré que l'écart genre actuel nous coûte en moyenne 95 milliards de dollars par an. Donc 6% de notre PIB perdu parce qu'on n'a pas comblé l'écart genre. Donc voilà des éléments structurels sur lesquels nous devons travailler si on veut vraiment que la transformation structurelle de nos économies se fasse.